Alors donc, je vais présenter Wessner. Wessner, donc, Obolo est doctorant en 4e année de thèse à l'université Bordeaux-Montaigne, sous la direction du professeur Silver Mondobari, qui est là. Il est affilié au laboratoire Les Afriques dans le monde. Sa thèse inscrite en littérature comparée porte sur l'utopie narrative et l'utopie panafricaine dans le roman et le cinéma de la diaspora subsaharienne. Ses principaux axes de réflexion sont le roman utopique et l'utopie africaine dans les univers médiatiques et culturels. Il a notamment publié en 2023 dans Cultural Express un article intitulé « Représentation d'une Afrique, décloison du monde ». Un article qui questionne les rapports donc, entre l'utopisme et l'esprit de la décolonisation. Merci. Merci à Soraya pour sa générosité et sa compréhension. Et donc, je m'efforcerai de tenir sur une dizaine de minutes, compte tenu des circonstances, en faisant simplement résumer. Alors, vous avez bien sûr remarqué que le titre a légèrement changé. J'évoquerai évidemment les origines de l'utopie africaine. J'irai beaucoup plus loin en faisant un résumé du prolongement dans le contexte postcolonial, dans le cas des approches littéraires, des exemples littéraires. Alors, je partirai donc d'un constat, c'est que, au départ, il faut reconnaître que l'utopie n'est pas une notion africaine, qui naît en Afrique, et que l'on soit dans une approche typiquement littéraire ou historique, il semble y avoir une sorte d'incompatibilité entre utopie et Afrique. Malgré de très nombreuses recherches là-dessus, très peu s'interrogent sur la pertinence de ce rapport-là. Vous avez ici un certain nombre de théoriciens qui définissent l'utopie comme le rêve de l'Occident. Ils insistent sur le rapport, sur la charge coloniale de la notion. Et ce constat soulève un questionnement. C'est que l'utopie est, de manière plus ou moins systématique, chargée par un inconscient collectif. Nous avons ici le cas de Thomas More, qui est le fondateur de genre par son texte, et les approches historiques qui insistent sur cette reproduction de l'imaginaire colonial par le genre de l'utopie, qui est un genre essentiellement politique. Alors de là, on peut donc se demander pourquoi des études aujourd'hui sur l'Afrique parlent de l'utopie, et surtout si l'utopie est un contexte qui est chargé par un inconscient collectif, quel est cet inconscient collectif qui structure l'imaginaire utopique en Afrique? Alors il me semble qu'il y a un rapport très étroit entre utopie et panafricanisme dans le contexte des études sur l'Afrique. Alors les origines. Dès les origines de l'utopie et les origines du panafricanisme, il y a une forme de concomitance, parce que la critique situe l'origine de l'utopie dans les mondes noirs, le texte Black Utopia, dans le Black Atlantique de Paul Gilroy. Autrement dit, avec des esclaves qui connaissent l'expérience de déracinement historique. Donc pour eux, les premiers utopistes sont évidemment ces esclaves qui vont imaginer une Afrique libre en luttant contre le régime négrier. De même, les historiens du panafricanisme définissent le panafricanisme comme naissant précisément avec ces mêmes esclaves qui vont imaginer un système post-colonial, post-esclavagiste, contre le régime aussi esclavagiste, négrier. Donc on a ici la naissance de deux discours qui s'entremêlent. Alors ça ne s'arrête pas là, mais je voudrais juste faire une distinction importante au niveau des définitions qui sont formulées sur l'utopie africaine et l'utopie européenne. L'utopie européenne naît premièrement comme un texte. On imagine une société libre, mais dans le cadre d'un texte, avant de connaître bien sûr au XIXe siècle un certain nombre de courants à caractère social ou historique. Alors que pour la critique,
les utopistes noirs sont principalement et d'abord des esclaves. Ce qui fait que la littérature africaine a un rapport extrêmement, la littérature utopique africaine, pardon, a un rapport extrêmement profond avec l'imaginaire colonial ou post-colonial. Et donc, si on remonte aux origines de l'utopie littéraire africaine, on peut considérer que la littérature abolitionniste des esclaves noirs, et notamment l'Atlantique littéraire, noir littéraire, propose une première approche de l'utopie africaine avec des esclaves qui ont connu réellement le passage de l'Afrique vers les Amériques. Alors j'insiste sur cela parce qu'il y a plusieurs générations d'esclaves africains. Je parle bien sûr ici de ceux qui ont réellement connu l'expérience du déracinement historique. Par la deuxième génération, notamment avec Frédéric, qui est le premier écrivain panafricain officiellement reconnu, qui n'a pas fait l'expérience de passage du milieu, qui n'était pas né en Afrique, précisément. Alors que ceux-ci, ils sont précisément nés en Afrique et ont connu l'expérience de la traite négrière et ont ensuite produit des textes sur une société post-esclavagiste. Et comme on l'a vu au début, si vous avez fait attention aux citations, la critique définit l'utopie africaine comme un imaginaire essentiellement post-racial. Et dans ces textes-là, pour ceux qui ont eu l'occasion d'en lire, d'ailleurs, ils font partie du corpus de Paul Gilroy, il y a une très forte représentation d'une Afrique post-coloniale. Il y a des propositions historiques, politiques qui sont faites, la construction des écoles, un régime de commémoration contre l'esclavage, des rapports de politique, la sollicitation de l'intervention du système des puissances étrangères pour venir, n'est-ce pas, abolir l'esclavage en ce temps. On peut donc considérer ces premiers textes comme des premiers véritables textes utopiques africains, parce que plus ou moins écrits par les Africains. Dans le contexte post-colonial, je vous présente quelques textes principaux critiques qui proposent un certain nombre de travaux. Alors, ils ont tous en commun que on retrouve là encore un rapport extrêmement profond entre le panafricanisme et la pensée utopologique. Cette fois-ci, ces textes-là prennent le panafricanisme sous l'angle de la négritude senghorienne, panafricaine. Puisque Senghor développe un certain nombre de thèses sur une Afrique unie, unifiée, sous la négritude comme un courant à vocation idéologique. Et donc, dans ces textes-là, les critiques utopologiques vont définir la littérature utopique comme celle qui est en faveur de la négritude, qui reprend les thèses de la négritude, notamment la glorification de la culture, un discours assez violent contre le colon. Et donc, les textes comme ceux de Ferdinand Oyono, je crois, sont considérés comme des textes utopiques. Alors le texte de Utopie littéraire et création d'un monde nouveau, bien sûr, il est dans cette tendance-là, mais il insiste sur le triomphalisme des indépendances, qui est un triomphalisme qui est basé sur cette foi dans la liberté. Enfin, j'insiste sur cela parce que ce texte-là n'insiste pas sur la négritude, mais surtout sur le sentiment de liberté éprouvé par les peuples lors des indépendances historiques. Et donc là, on est toujours dans un rapport entre panafricanisme et littérature africaine. Et donc, dans ce texte-là, l'utopie, la littérature utopique est celle qui, précisément, est post-coloniale. Et logiquement, deux textes reviennent généralement dans ces études. Ce sont des textes qui s'attaquent à la négritude. Et donc, puisque la négritude est le dispositif de définition de la littérature utopique en Afrique, par conséquent, les textes qui s'attaquent à la négritude sont des textes dystopiques, notamment ces deux textes.
parce que ce sont des discours violents contre le système imposé par les panafricains. D'ailleurs, dans le texte de Amadou Kourouma, que tout le monde sans doute a lu, ou connaît par nom, de nom, le personnage central a un problème parce qu'il n'adhère pas aux thèses panafricaines. Une société panafricaine qui viendrait, n'est-ce pas, contre le système de l'indigène. Et donc, là encore, on peut comprendre parce que dans ce contexte-là, effectivement, il y a la négritude. Et donc, on peut sous-entendre que logiquement, les écrivains avaient été plus ou moins amenés à s'exprimer sur ce sujet-là, ce qui montre un rapport assez profond entre la littérature utopique et le panafricanisme. Alors, ce qui est encore plus impressionnant et intéressant, c'est lorsqu'on passe à l'époque contemporaine. Alors, il manque un texte. Désolé. Deux textes. À l'époque contemporaine, on a les écrivains qui reprennent le rêve de Kwame Nkrumah de la nation panafricaine. Alors, vous avez un premier texte théâtral de Malanda, le texte de Miano. Alors, il en manque un, le texte de Waberi, aux États-Unis d'Afrique, qui reprennent ces thèses développées par Kwame Nkrumah dans le conscientisme, mais beaucoup plus développées, mises en application dans le texte de L'Afrique doit s'unir. Et donc, on retrouve encore ici, bien que, enfin, dans une époque contemporaine, il n'y a pas de courant structuré, il n'y a pas de courant littéraire qui leur amène à faire cela comme choix littéraire, mais on retrouve quand même une résurgence du panafricanisme toujours en rapport avec le genre utopie. C'est à la fois étrange et intéressant. Dans le texte de Miano, qui est quasiment un essai, quand vous le lisez, vous avez l'impression de ne pas lire un texte littéraire, enfin pas un roman. Il y a un rapport extrêmement théorique avec le texte de Kwame Nkrumah. Dans la façon dont elle propose de la société panafricaine, quand vous lisez les textes de Kwame Nkrumah, vous verrez que même dans la construction de la société qu'elle propose, il y a vraiment ce rapport-là. Elle reprend un certain nombre d'idées de Kwame Nkrumah. De même dans le texte de Waberi qui n'apparaît pas, mais je pense que vous le trouverez partout sur Internet. Et le texte, un troisième texte de Kwame Nkrumah, le néocolonialisme, qui n'y apparaît pas également. Donc en gros, c'est un peu cela. On a l'impression que la littérature utopique africaine est indissociable du panafricanisme. Mais je trouve ce rapport-là assez important, comme je l'ai dit au début dans le constat, c'est que s'il existe une utopie dans un contexte culturel, c'est qu'il existe l'expression d'un inconscient collectif. Parce qu'il n'y a pas d'utopie sans une subjectivité sociale. On l'a vu que lorsque l'utopie naît, l'utopie exprime l'inconscient des sociétés européennes. Donc s'il y a une exportation de l'utopie en Afrique, c'est que certainement, et après vérification, c'est bien cela, il existe un inconscient africain qui s'exprime dans ces textes-là. Au final, il faut reconnaître que ce n'est peut-être pas un panafricanisme en tant que courant, mais un panafricanisme en tant qu'idée que vous trouverez dans ce texte de Hamzat Boukari, qui associe beaucoup les travaux d'artistes qu'il considère comme des artistes qui ont toujours développé des pensées post-coloniales, décoloniales, en parallèle des pensées que nous connaissons comme politique, doctrine politique et les tendances officielles, notamment les congrès et autres. Les artistes ont toujours été, n'est-ce pas, participants lors de ces échanges-là et ont souvent été mis un peu à côté lorsqu'on parle de panafricanisme. En gros, c'est cela. Je vous remercie pour votre attention. Le panafricanisme semble être le dispositif social à partir duquel il faut définir la littérature africaine. Merci.